Donc bonjour, bienvenue à tous. Et merci encore aux auditeurs qui ont réussi à venir aujourd'hui malgré quelques difficultés de transport. Et bien, bonjour aux internautes également qui, je l'espère, ont évité les difficultés de transport. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à parler de compilation. La semaine dernière, on a vu comment produire du code à partir d'un langage de haut niveau comme IMP, du code pour une machine virtuelle, et montrer la correction de cette génération de code. Aujourd'hui, on va voir comment produire du meilleur code, donc du code plus efficace, en utilisant ce qui s'appelle les optimisations, donc des transformations de programme qui cherchent à rendre le programme plus efficace, et les analyses statiques qui établissent des faits qui sont utiles pour l'optimisation et comment on peut formaliser et vérifier tout ça. Donc quelques généralités sur les compilateurs pour commencer. Donc, ce qu'on appelle une optimisation dans un compilateur, c'est une transformation automatique du code écrit par le programmeur en un code équivalent mais meilleur, par exemple qui s'exécute plus rapidement. Parce qu'on a éliminé des calculs inutiles ou redondants, parce qu'on a trouvé une manière moins coûteuse de calculer la même chose que ce que le programmeur avait écrit, parce qu'on a pu augmenter le parallélisme du programme, donc par exemple pour que plusieurs instructions puissent être exécutées en même temps par le processeur, donc on va mieux exploiter les ressources du matériel. Après, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on veut optimiser ou améliorer le code. On peut vouloir le rendre plus compact. La taille du code est importante, par exemple dans des petits systèmes embarqués, très bon marché, où le prix de la mémoire pour stocker le code est non négligeable. On peut vouloir du code dont l'exécution consomme moins d'énergie, en particulier s'il doit tourner sur un appareil à batterie, un téléphone portable par exemple, mais aussi dans les centres de calcul. La consommation énergétique est un gros problème et on cherche vraiment à la réduire. On peut vouloir du code qui résiste mieux aux attaques physiques, par perturbation ou par observation, par exemple pour du code qui doit tourner sur des cartes à puce ou des systèmes de très haute sécurité comme ça. Et voilà. Et donc on connaît des dizaines d'optimisations, de transformations de programmes qui chacune s'attaquent à un type d'inefficacité spécifique. Alors le mot optimisation est très prétentieux, il n'y a aucune garantie que le code qu'on obtient est optimal et le meilleur vis-à-vis d'aucun critère. Déjà on est heureux si la plupart du temps il est meilleur. Il arrive que quelquefois il soit moins bon parce que l'optimisation s'est trompée. Donc ne vous laissez pas impressionner par le terme optimisation. Alors voilà quelques optimisations classiques. Donc je les montre comme simplement des réécritures de programmes de type IMP. D'accord. Par exemple, la propagation des constantes. Ici, si vous avez une opération comme A plus B, et au moment de la compilation, vous savez, il est évident que A vaut 1 et B vaut 2. On peut faire l'addition au moment de la compilation, remplacer cette affectation par C égale 3. Et même si on a des expressions où certaines quantités sont connues et d'autres pas, on peut souvent les simplifier un peu ou produire des formes, comme par exemple une addition immédiate ici, qui va pouvoir être simplifiée encore plus loin. Ça peut faire apparaître ce qui s'appelle du code mort. Imaginons que c'était la seule utilisation de la variable A, enfin les deux seules utilisations de la variable A, et qu'ensuite on ne s'en sert plus, l'affectation de 1 à A peut être supprimée, ne sert plus à rien. On peut chercher à factoriser les calculs répétés. Par exemple, ici, on fait la somme A plus B, et là, on calcule en fait la même somme A plus B, sauf qu'il faut prendre en compte le fait que C et A sont la même chose. Et donc, au lieu de calculer une deuxième fois A plus B, on va réutiliser le résultat D du premier calcul. Et ça fait apparaître ce qui s'appelle des copies, donc l'affectation d'une variable à une autre. Et si E n'est pas utilisé, si on connaît toutes les utilisations de E et qu'il n'y a pas d'affectation, on peut en fait substituer E par D ou D par E, ce qui enlève le besoin d'une affectation. Bon, donc ça c'est des optimisations très simples, très modestes, mais qui déjà améliorent un peu les performances et la taille du code. Des optimisations un peu plus ambitieuses sur les boucles. Donc ça a été beaucoup regardé parce que les boucles, pour balayer des tableaux, c'est au cœur du calcul numérique. Donc, et beaucoup de calculs massifs sont à base de boucles qui balayent des tableaux. Et donc, par exemple, ici, on a une boucle qui balaye le tableau A de I, et puis, à chaque tour de boucle, on calcule la quantité A plus B. Et A et B ne varient pas tout au long de la boucle. Donc, l'idée, c'est de faire le calcul une fois pour toutes, donc sortir le calcul de C de la boucle.
Et c'est a priori bénéfique si la boucle tourne 2 fois ou plus. Et alors une autre optimisation du même genre, alors celle-là est particulièrement intéressante, elle était déjà dans le compilateur Fortran 1 en 1957, donc le tout premier compilateur, et qui vraiment s'était fixé comme objectif de compiler les boucles aussi bien que ce qu'un programmeur en assembleur pourrait écrire directement. Et typiquement, quand on a des boucles qui balayent un tableau comme ça, on a des calculs d'adresse, que là j'ai rendu explicite, comme par exemple P, donc, où P étant un pointeur vers la base d'un tableau, plus I fois 4, si le tableau a des éléments de taille 4. Et donc ça nous donne une adresse A pour chaque élément du tableau. Et on voit bien que A, c'est une progression linéaire. Il commence à P, puis P plus 4, P plus 8, P plus 12. Et donc, plutôt que de refaire cette multiplication à chaque tour de boucle, on peut se contenter d'initialiser A à P et d'incrémenter A de 4 à chaque tour de boucle. D'accord ? Et donc, on a économisé le coût d'une multiplication. Et puis, dernier exemple, de plus en plus, il faut optimiser vis-à-vis de la hiérarchie mémoire, et donc réduire en particulier le nombre d'accès en mémoire principale. Ce sont ceux qui sont très lents et très coûteux en énergie, et essayer d'utiliser le plus possible la mémoire cache, l'antémémoire, qui est beaucoup plus rapide, mais encore faut-il s'en servir correctement. Et par exemple, ici, y accéder avec une certaine régularité. C'est ce qu'on appelle la localité temporelle et localité spatiale des accès à la mémoire. Ici, on a un exemple de transposition d'une matrice où les accès à A ont une très bonne localité spatiale, c'est vraiment des adresses consécutives. En revanche, les accès à B ont une très mauvaise localité spatiale et donc exploitent très mal le cache. Et la transformation classique de blocking ou tuilage, tiling, blocking, tuilage, ça consiste à en fait faire découper la matrice en petits carrés de taille K par K ici, et de faire la transformation localement sur chaque carré, puis ensuite sur tous les carrés. Et ça améliore grandement la localité des accès à B ici, parce qu'on balaye un espace de valeur de J2 beaucoup plus petit. Bon. Donc voilà quelques exemples d'optimisation. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu du lien avec l'analyse statique. C'est vrai que certaines optimisations sont valides sans condition. On peut les appliquer et ce sera toujours sémantiquement valide. Alors un exemple assez simple, c'est justement cette simplification de variable d'induction, par exemple. Ou des exemples encore plus simples, c'est juste des égalités algébriques ou arithmétiques. Par exemple, x fois 2. La multiplication, c'est toujours un petit peu plus coûteux que les autres opérations. Ne me demandez pas pourquoi. Donc x fois 2, on peut le remplacer par x plus x. Ou x fois 4, on peut le remplacer par x décalé à gauche de 2 bits. D'accord ? Et ça, c'est valide, quelle que soit la valeur de x. Mais d'autres transformations, plus ou moins sophistiquées, ne s'appliquent que si certaines conditions sont vraies. Par exemple, diviser x par 4, alors la division, c'est encore beaucoup plus cher que la multiplication, on veut vraiment s'en débarrasser. Diviser x par 4, ça n'est pas forcément décaler x de 2 bits vers la droite. C'est vrai si x est positif ou nul, mais si x est négatif, cette division, on veut qu'elle arrondisse vers 0, et ce décalage, il va arrondir vers moins l'infini. Donc, donner des résultats différents. Et donc, on ne peut faire cette transformation que si on sait, au moment de la compilation, que x est positif ou nul. Par exemple parce qu'il a été déclaré avec un type non signé, mais aussi parce qu'on a pu voir toutes les affectations à x et s'assurer que toutes les valeurs mises dans x sont bien positives. Et ça, c'est le but d'une analyse statique. Des exemples plus triviaux encore, remplacer x plus 1 par 1, c'est de la propagation des constantes, c'est possible si on connaît statiquement la valeur de x et qu'il se trouve que c'est 0. Remplacer un if then else par sa branche then, c'est possible si statiquement on sait que la condition est toujours vraie. Donc on a cette relation entre les valeurs de x et de y qui est toujours vraie à ce point du programme. Remplacer une affectation à x par skip, c'est possible si on sait que x est inutilisé par la suite. Et pour répondre à ces questions, c'est seulement si, il faut analyser statiquement le code avant de le transformer. Donc c'est quoi l'analyse statique ? Donc c'est déterminé à l'avance, avant d'avoir exécuté le code, donc statiquement. L'exécution du code, c'est la partie dynamique, et statique, c'est avant l'exécution. Donc déterminer statiquement, à l'avance, des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme.
Alors le plus souvent, c'est des propriétés des valeurs des variables à un certain point de programme. Par exemple, à tel point de programme, x vaut n, où n, x est une variable du programme, n c'est une constante qui a été déterminée par l'analyse. Ou bien, x est toujours dans l'intervalle n-m, où n et m sont des bornes inférieures et supérieures déterminées par l'analyse. Ou bien, x est toujours égal à une expression symbolique d'autres variables. Ou bien, cette inégalité linéaire entre x et y est toujours vraie, où a, b et n sont des coefficients déterminés par l'analyse. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'exécuter le programme une ou plusieurs fois, et puis de dire « Oh, en général, x est entre 1 et 10 ». Là, les entrées du programme sont inconnues. L'analyse doit terminer, même si le programme ne termine pas toujours. Et l'analyse doit prendre peu de temps et d'espace, même si le programme peut être extrêmement coûteux dans ses calculs. Alors, à quoi sert l'analyse statique ? Au siècle dernier, la motivation première, c'était vraiment d'améliorer les performances du code. Donc les premiers utilisateurs d'analyse statique, ce sont les compilateurs, et c'est pour les besoins de la compilation que les formalismes de base de l'analyse statique ont été développés. Donc pour établir quand une optimisation peut s'effectuer, ça c'est les exemples qu'on a vus ici par exemple, ou même pour guider des heuristiques de génération de code. Quand vous avez plusieurs manières de compiler un même programme, toutes sont sémantiquement correctes, mais certaines peuvent être plus efficaces que d'autres. Une analyse statique peut aider à choisir. Donc là aussi, dans Fortran 1, il y avait une petite analyse statique pour savoir, essayer de deviner dans un if then else, dans un branchement conditionnel, s'il était pris souvent ou rarement. Bon. Et c'est vraiment une heuristique. Et depuis 2000, ou même 1995 environ, l'utilisation principale de l'analyse statique, c'est pour améliorer la fiabilité des programmes. Donc ce n'est pas tout de s'exécuter vite, mais c'est bien aussi de calculer le bon résultat et de ne pas planter. Et donc des analyses statiques permettent de garantir l'absence de certaines erreurs à l'exécution. Par exemple, les accès hors borne dans des tableaux. Si vous avez une bonne analyse d'intervalle, qui est capable de déterminer que pour chaque accès A crochet I, la variable I est bien dans l'intervalle des bornes de A, d'accord, eh bien, vous avez démontré que tous les accès à A sont sûrs. Il ne va pas y avoir d'accès hors borne, ce qui est un bug très courant dans les programmes C et la source la plus courante d'attaques de sécurité, de failles de sécurité. Alors, plus modestement, peut-être votre analyse n'arrive pas à garantir l'absence d'erreurs, mais elle peut quand même servir à signaler des erreurs plausibles dans votre programme, des endroits qui méritent, qui sont un peu douteux et qui méritent un examen plus poussé ou davantage de tests. Alors aujourd'hui, on va parler d'une approche de l'analyse statique la plus ancienne, qui est l'approche par flux de contrôle, flux de données, ce qu'on appelle data flow analysis dans la littérature en anglais. Alors, il y a d'autres approches dont on parlera un tout petit peu en conclusion, et en particulier l'interprétation abstraite, dont on parlera dans un cours en janvier. Donc aujourd'hui, on va faire de l'analyse par flux. Et donc l'analyse par flux, c'est formulé initialement sur le graphe de flux de contrôle. Donc le graphe de flux de contrôle, c'est une représentation intermédiaire du programme qui est utilisée dans beaucoup de compilateurs, où donc, au nœud, vous avez des calculs élémentaires, comme par exemple des affectations, calculs d'expressions arithmétiques et affectations dans des variables, ou des conditionnels. Et les arcs représentent les chemins possibles d'exécution. Donc après un nœud conditionnel, il y a deux chemins possibles, la branche vraie et la branche fausse, et puis qui peuvent par exemple se rejoindre sur ce nœud B ici. Et donc dans une vision par flux, le problème, c'est de relier les définitions et les utilisations des variables. Ici, on a une définition de la variable x, ici, on a une utilisation, là, c'est une autre utilisation, là, c'est une définition. Et donc, on voit qu'au point d'utilisation A, par exemple, il n'y a qu'une définition de x qui peut atteindre cette utilisation. Et donc, on sait que x est égal à 4. Ce fait qui a été établi ici est forcément vrai là. En revanche, ici, au point B, il y a deux définitions possibles de x qui peuvent arriver. Celle ici qui dit que x vaut 0 et celle-là qui aurait suivi ce chemin et qui dit que x vaut 4. Et donc, a priori, on ne connaît pas la valeur de x. On connaît deux valeurs possibles. Et donc ça, ça se formalise assez joliment en associant au nœud du graphe de flux de contrôle des ensembles de faits.
Donc à chaque nœud, on va avoir des faits qui vont être vrais à toute exécution du programme. Alors par exemple, ça peut être des faits de la forme telle variable égale telle constante. X égale 0, Y égale 4. Et on va relier tout ça par des équations de flux. Donc in de n, ça va être les faits qui sont vrais quand on rentre dans le nœud n, avant l'exécution de n. Out de n, ce sont les faits qui sont vrais après l'exécution de n, lorsqu'on sort du nœud n. Donc on a que in de n, c'est l'intersection des out de p pour p prédécesseur de n. Le prédécesseur, c'est les nœuds qui viennent avant, juste avant dans le graphe. Parce que un fait est vrai en entrée de n seulement s'il est vrai dans toutes les sorties dans les sorties de tous les prédécesseurs. On ne sait pas quel prédécesseur va se brancher vers nous, donc il faut prendre l'intersection. Et puis en sortie de n, les faits qui sont vrais, ce sont les faits qui étaient vrais en entrée, moins les faits qui sont invalidés par l'exécution de n. Par exemple, si n c'est une affectation à x, tous les faits de la forme x égale constante deviennent faux, a priori, donc on les enlève. Et on rajoute ensuite les faits générés, engendrés par n. Par exemple, si c'est l'affectation x égale 1 plus 2, elle garantit le fait x égale 3. D'accord. Et donc, une fois qu'on écrit, au moins dans sa tête, au moins par le principe, l'ensemble de ces équations, il n'y a plus qu'à les résoudre par itération de points fixes. Simplement, on recalcule out de n. Dès qu'un des outs d'un prédécesseur a changé, on recalcule le in de n, puis le out de n, et puis ça peut faire un effet en cascade, provoquer le recalcul d'autres outs, et il y a des propriétés générales qui font que ça termine sur un point fixe. Et cette approche se généralise depuis les ensembles de faits vers en fait, des treillis arbitraires. Les ensembles, c'est un treillis particulier, et là, tout ce qu'il nous faut, c'est des opérations de treillis de borne supérieure en particulier. Et donc ça, c'est une théorie qui a été développée au début des années 70, en particulier cet article de Gary Kildall, que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord, il a été publié au premier congrès POPL, Principles of Programming Languages, et vraiment, il fait la théorie de base de cette approche. Et le Gary Kildall en question, c'est aussi un pionnier de la micro-informatique. C'est l'auteur de CP/M, le premier système d'exploitation, ou au moins un gestionnaire de fichiers sur disquette, pour microprocesseurs 8 bits dans les années 70. Donc c'est vraiment le début de la révolution de la micro-informatique personnelle. Excusez-moi. Et après, il y a eu aussi d'autres auteurs, en particulier Jeffrey Ullman et ses étudiants qui ont développé davantage cette théorie. Et donc maintenant, on va illustrer tout ça sur un exemple d'analyse statique et de transformation de programme qu'on va faire sur le langage IMP, mais qu'on va formaliser en Coq. Et la transformation de programme, donc la première qu'on va regarder, c'est l'élimination de code mort, et ensuite son extension à l'allocation de registres. L'élimination de code mort, c'est donc juste éliminer des affectations, x reçoit a, en les remplaçant par skip, si on arrive à démontrer que x n'est jamais utilisé plus tard dans l'exécution du programme. Et alors, un cas où c'est facile à voir, c'est si vous avez une affectation à x, puis un calcul qui n'utilise pas x, puis une deuxième affectation à x. On voit bien qu'on peut supprimer cette première affectation à x. Personne n'observe jamais que x est égal à 1. Alors dans le cas général, c'est un peu plus difficile, et on a besoin d'une analyse statique, qui est l'analyse de vivacité, liveness analysis, pour nous dire quand est-ce qu'on peut effectivement supprimer ces affectations. Alors c'est une analyse de type flux de données, mais avec une petite particularité, c'est une analyse en arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de propager les faits depuis les définitions vers les utilisations, elle propage des faits depuis les utilisations, le fait qu'une variable est utilisée, vers les définitions. Et donc la propagation se fait à contre-courant de l'exécution du programme, ce qui est à la fois intellectuellement très, très intéressant, un petit peu difficile aussi à maîtriser. Donc, l'analyse de vivacité. Donc, l'idée est simple, une variable est morte, comme on vient de le dire, en un point de programme, si sa valeur n'est pas utilisée ensuite, dans l'exécution du programme. Par exemple, la variable n'est plus mentionnée jusqu'à la fin de sa portée statique, ou bien elle est redéfinie avant d'avoir été utilisée. Et puis on dit qu'une variable est vivante si elle n'est pas morte. Donc s'il y a une utilisation ultérieure possible. Alors quand on a du code sans branchement, du code qui s'exécute en séquence, c'est vraiment facile.
Il suffit de regarder les définitions et les utilisations de X. Et donc, X est morte avant sa première définition. À la définition, elle devient vivante jusqu'à la dernière utilisation qui suit cette définition. Ensuite, elle reste morte jusqu'à une nouvelle définition et reste vivante jusqu'à la dernière utilisation qui suit. D'accord ? Donc, tant que vous êtes entre une définition et une utilisation, c'est vivant. En revanche, quand vous avez des structures de contrôle, des conditionnels, des boucles, c'est un petit peu plus délicat. Donc ici, j'ai essayé de dessiner ce qui se passe dans le cas d'une conditionnelle, où dans une des branches, on utilise x et dans l'autre, on la redéfinit. Donc vous voyez que l'intervalle, les points où la variable x est vivante, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas juste des intervalles, c'est un peu curieux. Mais l'idée de base, c'est qu'on va faire une surapproximation de la vivacité en supposant toujours que la condition du if peut être vraie ou fausse, donc que les deux branches sont prises. C'est vrai que si on était certain que, que la branche gauche du if n'est jamais prise, à ce moment-là, la variable x elle serait morte tout le long ici et deviendrait vivante seulement là. Bon. Mais on ne va pas faire ce genre de raisonnement. Et de même pour les boucles while, on va supposer qu'elles sont exécutées 0, une ou plusieurs fois. Et du coup, on peut écrire des équations flux de données pour la vivacité. Donc si L, quand L est l'ensemble des variables vivantes, après la commande C, L comme live, vivante, on va calculer live de C et de L, qui sont l'ensemble des variables vivantes avant la commande C. Alors oui, il y a aussi une petite différence par rapport au formalisme canonique d'analyse data flow, c'est que nous, on va travailler directement sur les commandes IMP, donc sur un langage structuré. On ne va pas construire le graphe de flow de contrôle. Vous pouvez le construire dans votre tête, si vous voulez, si ça vous aide à raisonner sur les équations et tout. Mais en fait, ce qu'on peut faire sur un graphe de flow de contrôle, on peut aussi le faire sur un langage structuré, et c'est plutôt plus facile à formaliser. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, étant donné, L, les variables qu'on sait vivantes après la commande C, par exemple les variables qu'on sait utiliser plus tard, quelles sont les variables vivantes avant la commande C? Alors il y a des cas faciles, si C c'est skip, l'ensemble des variables n'est pas affecté, donc c'est grand L. Si C c'est une affectation, X reçoit A, alors dans le cas général, ce qu'on fait, c'est on enlève le kill et on ajoute le gen, rappelez-vous. Donc on dit que X meurt, d'accord, puisqu'on est en train de la définir. Donc juste avant la définition, elle est forcément morte. Puisque toute utilisation suivante, elle va être redéfinie avant d'être utilisée. Donc X meurt, L privé de X. En revanche, toutes les variables qui sont nécessaires à l'évaluation de l'expression A sont vivantes, puisqu'on a besoin de leur valeur. D'accord ? Donc d'où l'équation L privé de X, union variable libre de A. Et alors après, il y a un cas particulier intéressant, ça c'est si X est vivante après, si on a besoin de sa valeur. Si X est morte ensuite, en fait, on anticipe un peu les effets de l'optimisation, d'élimination de code mort. On va remplacer cette affectation par un skip, et donc il n'y a même pas besoin d'ajouter à L les variables libres de A, puisqu'on ne va même pas évaluer A. Et après, on a trois cas structurels. Donc, si la commande C, c'est une séquence, C1 suivi de C2, eh bien, on calcule les variables vivantes avant C2, donc c'est live de C2 et de L. Et ça, ce sont les variables qui doivent être vivantes après C1. Et donc, on enchaîne ensuite avec le calcul de live de C1, et ça nous donne les variables qui doivent être vivantes avant C1, c'est-à-dire avant C1,C2. Donc là, vous voyez bien l'exécution en arrière. D'accord ? On exécute en arrière d'abord C2, puis C1. Si on a une conditionnelle, on fait un peu le même raisonnement que sur ce petit dessin, d'accord ? On dit, bon, les deux branches peuvent être prises, donc les variables qui sont vivantes avant la branche Zen ou avant la branche Else doivent être vivantes. Et il faut aussi y rajouter les variables nécessaires pour évaluer la condition B. Donc les variables qui sont libres dans B. Et après arrive le cas difficile, qui va nous occuper un petit moment, qui est le cas des boucles. Donc, quelles sont les variables vivantes avant une boucle, while B do C, sachant qu'à la sortie de la boucle, il faut que les variables L dans L soient vivantes.
Eh bien, je prétends que c'est un ensemble grand X, tel que grand X, c'est L union les variables libres de B, union live de C et de X. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette caractérisation est la bonne et pourquoi ce X existe et comment on va le calculer. Donc là, j'ai déroulé deux ou trois tours de la boucle pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc, en sortie, on veut que L, les variables dans grand L, soient vivantes. Et donc, on veut déterminer en grand X l'ensemble des variables qui doivent être vivantes à l'entrée. Alors, la première chose à réaliser, c'est qu'une boucle while, elle peut s'arrêter à n'importe quel tour, même dès le début. Et donc, forcément, X doit contenir grand L. D'accord, les variables à l'entrée, il faut au moins les variables qui sont vivantes à la sortie, parce qu'on peut sortir immédiatement. Maintenant, si le premier tour de boucle est vrai, le premier test donc, est vrai, on fait le premier tour de boucle. Et donc, on va exécuter C. Et a priori, il faut qu'en sortie de C, les variables grand X soient vivantes, puisqu'on va devoir réexécuter le test de B, et puis on va pouvoir sortir ici ou continuer. Et donc, il faut qu'en début de commande C, live de C et de X, les variables de live CX soient vivantes. Et donc, il faut que X contienne live de C et de X. Et enfin, il faut pouvoir évaluer B. Et donc, toutes les variables mentionnées dans B doivent être dans X. Et donc, ça nous donne ces trois conditions sur X. X doit contenir au moins les variables libres de B, L, les variables en sortie, et live de C et de X. Donc ça, c'est la contrainte. Maintenant, comment on la satisfait ? Eh bien, on l'a satisfait par calcul de points fixes. Donc vous avez cet opérateur, F, lambda X, L, union, variable libre de B, union, live de C et de X, qui d'une certaine manière va représenter un tour d'analyse de la boucle, quelque part. Et ce qu'on veut, c'est un plus petit point fixe de F, c'est-à-dire un X qui satisfait F de X égale X et qui est le plus petit. Alors, F de X égale X, c'est parce que c'est ce que j'ai annoncé. Le plus petit, c'est l'idée qu'on va avoir une analyse précise. Ceci dit, si tout ce qui nous intéresse, et pour le moment ce qui nous intéresse uniquement, c'est la correction sémantique, il suffit que f de x soit inclus dans x. Et ça, c'est ce qu'on appelle un post-point fixe. Et si f de x est inclus dans x, vous voyez bien que ces trois conditions, ces trois inclusions-là seront vraies également. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour montrer la correction sémantique, comme on va le faire dans quelques minutes. Mais alors avant un petit peu de terminologie. Donc c'est quoi ces pré-points fixes, post-points fixes, points fixes et pourquoi ils existent? Alors ils existent parce que déjà on est dans le cadre d'une fonction croissante. Donc la fonction f dans les ensembles, elle est croissante. Et donc je l'ai dessinée ici en bleu. Et donc elle intersecte la diagonale en 3 points ici, qui sont 3 points fixes. Ce qu'on appelle un post-point fixe, donc c'est les zones où la courbe est sous la diagonale. Donc f de x est incluse dans x. Les pré-points fixes, c'est l'inverse. F de x est au-dessus de la diagonale. F de x est plus grand que x. Et donc vous voyez qu'on commence toujours par un pré-point fixe, puis au premier point fixe, on passe en post-point fixe, puis on alterne pré-post, pré-post. Et un point fixe, c'est les limites entre, c'est le point commun entre la zone des pré-points fixes et la zone des post-points fixes. Et comment on trouve ça? Alors il y a l'approche du mathématicien, qui est de démontrer qu'il existe toujours un plus petit point fixe. Et dans notre cadre, alors il y a plusieurs théorèmes de points fixes en mathématiques, suivant la structure dans laquelle vous êtes. Celui qui nous intéresse, il est attribué à Knaster et Tarski. Donc vous avez un type partiellement ordonné, A, une fonction f de A dans A, et l'idée c'est simplement d'itérer f à partir de bottom, qui est un plus petit élément de A. Donc vous calculez bottom, f de bottom, f de bottom, f puissance n de bottom. Et ce que dit le théorème, c'est qu'au bout d'un nombre fini d'itérations grand N, vous aurez le plus petit point fixe de f. Donc ça va converger sur le plus petit point fixe de f, à condition que f soit croissante. Bottom est le plus petit élément, et il n'existe pas de suite infinie strictement croissante dans votre ensemble ordonné. Donc une suite infinie strictement croissante, c'est une suite comme ça, d'accord. La troisième condition, c'est celle qui garantit la convergence en temps fini.
Alors, c'est un très beau résultat. Et s'il nous reste un peu de temps en fin de cours, on verra qu'en fait, il débouche sur un algorithme de calcul effectif de points fixes. Il y a quand même une petite difficulté qui est la condition sur les suites strictement croissantes. Donc, le fait qu'il n'existe pas de suite strictement croissante. Elle n'est pas complètement évidente à formaliser et utiliser. Donc on verra qu'on peut utiliser des ordres bien fondés de la récursion noethérienne pour raisonner là-dessus. Mais surtout, elle n'est pas toujours vraie. Et dans le cas de l'analyse de vivacité, on a des ensembles de variables et l'ordre d'inclusion stricte. Donc notre fonction elle est croissante vis-à-vis de l'inclusion entre ensembles de noms de variables. Mais cet ordre strict, il admet des suites infinies croissantes. L'ensemble vide, puis l'ensemble à un seul nom de variable x1, puis l'ensemble à deux variables x1, x2, puis l'ensemble à trois variables x1, x2, x3, etc. Bon, donc là, on a un petit problème, et on reviendra là-dessus en fin de cours. Mais pour le moment, pour avancer, on va essayer l'autre approche, qui est l'approche plus de l'ingénieur. Donc j'aime bien dire que en tant qu'informaticien, j'ai le choix. Quand ça m'arrange, je dis que je suis un informaticien, mais que je suis un mathématicien, excusez-moi. Mais quand c'est trop compliqué, je peux aussi faire semblant d'être un ingénieur. Donc là, l'approche de l'ingénieur, c'est simplement de borner cette itération de points fixes en mettant du fuel. Donc on va calculer effectivement la suite f de l'ensemble vide, c'est notre plus petit élément, f de l'ensemble vide, f de l'ensemble vide, f puissance n de l'ensemble vide, mais on ne va pas aller au-delà d'un grand n borné et fixé à l'avance. Si on a trouvé un post-point fixe dans notre itération, un élément tel que f de i plus 1 de vide et un i tel que f de i plus 1 de vide et inclus dans f de i de vide, c'est bien, on a notre résultat et on s'arrête tout de suite. Et sinon, eh bien, on va renvoyer une surapproximation. Donc on va renvoyer un post-point fixe, dont on est certain, mais qui n'est vraiment pas très précis. Et dans notre cas, c'est simplement L, les variables vivantes après la boucle, union toutes les variables utilisées dans le corps de la boucle. D'accord ? Alors c'est pessimiste, parce qu'une variable peut tout à fait être utilisée dans le corps de la boucle sans avoir besoin d'être vivante au début de la boucle. D'accord ? Mais c'est une surapproximation correcte. Et on peut justifier ça en disant que c'est un compromis entre le temps d'analyse et la précision de l'analyse. Peut-être si au bout de 100 tours d'itération, vous n'avez toujours pas trouvé votre point fixe optimal, peut-être il est temps de jeter l'éponge et de dire bon, ben, on va produire du code un peu moins efficace, un peu moins optimisé, mais au moins on va avancer. Alors voyons voir brièvement à quoi ça ressemble en formalisation Coq. Alors aujourd'hui, je vais essayer une autre manière de regarder les développements Coq avec vous. Donc là, c'est un rendu HTML qui a été produit automatiquement à partir du source Coq, qui est toujours sur le dépôt Git associé au cours, n'est-ce pas? Et alors déjà, il est un peu plus joli, ça ressemble un peu plus à des notes de cours. Et deuxièmement, tout est cliquable, donc vous avez des références croisées, si vous voulez savoir ce que c'est que Decidable Type, qui vient de la bibliothèque standard de Coq. Oui, ça marche. Voilà. Et troisièmement, dans cette présentation, les scripts de preuve sont cachés par défaut. Donc, comme le professeur Wadler l'a fait remarquer dans son séminaire la semaine dernière, les scripts de preuve Coq, ce n'est pas toujours très joli. Et l'avantage de les cacher par défaut, c'est que déjà, on peut comprendre le développement, en particulier les lemmes intermédiaires importants, sans subir ces scripts de preuve qui parfois sont gros, mais on peut quand même les voir si vous voulez, si vous êtes vraiment curieux. Voilà, donc pour moi, une bonne preuve en Coq, c'est une preuve cachée, mais qui est là quand même, et qui a été vérifiée par Coq. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce développement? Alors au début, oui, on a besoin d'ensembles de variables, et d'ensembles finis de variables. Coup de bol, la bibliothèque standard de Coq a une bonne bibliothèque d'ensembles finis, avec plein d'opérations algorithmiquement efficaces dessus. Coup de malchance, elle n'est pas très facile d'emploi parce qu'elle utilise des modules paramétrés. Donc, en particulier, il faut ici équiper notre type des identificateurs avec une notion d'égalité décidable. Et à ce moment-là, on peut passer ce module qui montre que les identificateurs ont une égalité décidable à divers modules paramétrés de la bibliothèque standard de Coq qui vont nous donner un module des ensembles d'identificateurs avec plein de fonctions, de prédicats, de propriétés,
de fait et une procédure de décision qui facilite nos démonstrations. Alors on commence à s'en servir avec le calcul des variables libres, donc l'ensemble des variables mentionnées dans une expression arithmétique ou booléenne. Et donc vous voyez le résultat est de type ident7.t, donc le type des ensembles d'identificateurs qu'on vient de construire. Bon, ben, c'est pas compliqué, si c'est une constante c'est vite, si c'est une variable c'est le singleton v, et pour des expressions composées c'est l'union. Ça c'est l'ensemble des variables utilisées par une commande, donc mentionnées dans une commande. Donc ça, c'est notre calcul de post-point fixe approché. Donc là, on a notre fonction f, qu'on prend en paramètre, des ensembles d'identificateurs dans les ensembles d'identificateurs. Là, on a notre itération bornée. N, c'est le fuel, quantité d'itération qu'on se permet. X, c'est le point courant de l'itération. Et si on n'a plus de fuel, on envoie une valeur par défaut qui nous a été donnée en paramètre. Sinon, on calcule f de x. On voit est-ce que c'est un sous-ensemble de x, auquel cas on a notre post-point fixe, on s'arrête, sinon on itère. Et on montre que donc, ce qu'on obtient, c'est ou bien la valeur par défaut, ou bien un post-point fixe, et que sous des hypothèses pas très compliquées, le post-point fixe est toujours inclus dans le résultat par défaut. Et enfin, donc voilà l'analyse de vivacité. Donc c'est exactement les équations qu'on a écrites, mais sous forme maintenant de fonctions récursives sur la structure de la commande C. L, je vous rappelle, c'est les variables vivantes après. Ça renvoie les variables vivantes avant. Et on a ici donc nos cas pour skip, pour l'affectation, suivant que x est vivante après ou pas, pour la séquence, pour le if then else, et là, dans le cas while, le calcul du point fixe de cet opérateur. D'accord, variable libre dans B, variable vivante après L et variable vivante avant C. Et on peut démontrer que les variables qu'on a vivantes à l'entrée d'une boucle vérifient bien, excusez-moi, les trois conditions qu'on avait énoncées. Bien. Et maintenant, on va pouvoir faire notre optimisation, donc l'élimination de code mort. Donc c'est simplement par réécriture de la commande C. Alors je l'ai appelé DCE parce que c'est l'acronyme pour Dead Code Elimination, le nom anglais de cette optimisation. Et donc il s'agit de remplacer les affectations, x de point égal a, par des instructions skip si x n'est pas vivante après. Donc la transformation est paramétrée par l'ensemble L des variables vivantes après, et le cas de base est ici. D'accord, assign xa est remplacé soit par skip, soit par assign xa, suivant que x est vivante ou pas, appartient ou pas à L. Et puis, là, vous avez les trois cas récursifs, sec, if then else et while, où il faut tenir à jour cet ensemble grand L de variables vivantes après. Et donc, par exemple, pour optimiser la partie gauche d'une séquence, il faut recalculer lives de C2 et de L, qui sont les variables vivantes après C1, après la partie gauche ou avant la partie droite. Et alors, c'est assez amusant de voir tourner cette optimisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple de programme IMP qui faisait la division euclidienne par soustraction successive. Donc là, je vous l'ai remis ici à gauche en pseudocode. Qu'est-ce qui se passe si on dit la seule variable vivante qui m'intéresse à la fin de ce programme, c'est R, mais le quotient Q ne m'intéresse pas. Donc Q est mort. Et donc, si on fait tourner DCE sur ce code de division euclidienne avec comme variable vivante après le singleton R, eh bien, les affectations à Q disparaissent. Donc, c'est l'initialisation de Q à 0 et l'incrément de Q à chaque tour de boucle. D'accord ? Parce que l'analyse a déterminé que Q était morte dans tout le programme. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle le slicing. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains outils comme Eclipse. Vous pouvez prendre un code que vous ne comprenez pas bien et dire, bon, à l'outil, est-ce que vous pouvez me le simplifier parce que tout ce qui m'intéresse, c'est telle variable en sortie. Un code qui calcule trois résultats en même temps. Et pour essayer de comprendre, vous dites, bon, quelle est la partie du code qui contribue au calcul de telle variable en sortie. Donc c'est aussi un outil de compréhension de code, mais c'est aussi un outil pour améliorer les performances, bien sûr. Si on calcule des choses inutiles, autant ne pas les calculer. Alors en revanche, si vous demandez maintenant si c'est Q qui vous intéresse, si c'est le quotient, et que vous demandez donc de faire l'élimination de code mort avec Q vivante et R morte en sortie,
eh bien, le programme est inchangé, parce qu'on ne peut pas supprimer les affectations à R, parce que R est nécessaire pour savoir combien de tours de boucle on fait. D'accord ? Donc R est nécessaire pour calculer la valeur de Q. Et ça, l'optimisation s'en rend parfaitement compte. D'accord ? Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on démontre que cette optimisation est correcte et préserve la sémantique. Donc revenons au transparent. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Que fait l'élimination de code mort, comment elle est implémentée. Et maintenant, il faut raisonner plus sémantiquement sur ce qui se passe. Et en particulier, sémantiquement, qu'est-ce que ça veut dire, la vivacité ? Comment caractériser le fait qu'une variable x est vivante dans un certain point du programme ? La réponse n'est pas évidente parce que, en gros, x va être utilisé plus tard, mais non, parce qu'on n'en est pas absolument certain non plus, vu qu'on a fait des approximations pour les boucles et les ifs and else, donc x peut être utilisé plus tard. Bon. C'est plus facile de caractériser sémantiquement ce que c'est qu'une variable morte. Une variable, elle est morte en un point du programme si sa valeur précise n'a pas d'influence sur la suite de l'exécution du programme. Avec un debugger comme GDB, vous pouvez arrêter le programme en un point particulier et puis changer la valeur d'une variable et relancer le programme. Si vous faites ça et que ça ne change rien à l'exécution du programme, ça ne change jamais rien à l'exécution du programme, ça veut dire que votre variable était morte, sémantiquement, en cet endroit du programme. Personne ne va vraiment utiliser sa valeur. Et du coup, on va caractériser les variables mortes par le fait que leur valeur n'influe pas l'exécution du programme. Et pour ça, en fait, on va raisonner sur deux exécutions d'un même programme. Donc, ce qu'on appelle une hyperpropriété dans certains articles. Donc deux exécutions d'un même programme qui diffèrent par la valeur des variables mortes. D'accord ? Et si les deux exécutions calculent la même chose à la fin, même si les variables mortes avaient des valeurs différentes au début, eh bien, on a bien prouvé qu'elles étaient effectivement mortes. D'accord ? C'est une bonne caractérisation du fait qu'elles soient mortes. Et donc, c'est exactement ça qu'on va faire. D'accord ? On considère deux exécutions de la même commande dans des états initiaux différents, S1 et S2. Mais on suppose que ces états initiaux coïncident sur les variables vivantes avant C, donc l'ensemble de variables live de C et de L. Donc pour tout x dans cet ensemble, S1 de x et S2 de x, c'est la même chose. Donc S1 et S2 associent les mêmes valeurs aux variables vivantes. En revanche, ils peuvent différer sur les valeurs des variables mortes, celles qui ne sont pas dans l'ensemble live C de L. Alors, on peut démontrer que les deux exécutions terminent sur des états finaux, enfin si l'une termine, l'autre termine, et sur des états finaux S1', S2', qui coïncident sur les variables grand L vivantes après C. D'accord ? Et c'est cette propriété qui montre que notre calcul de variable vivante est correct. Alors, regardons un petit peu cette relation coïncider sur un ensemble de variables, grand L, donc c'est ce qui s'appelle agree, être d'accord dans le développement Coq, et donc c'est défini comme ça, pour tout x appartenant à l'ensemble L, S1 de x égale S2 de x. Et alors on peut montrer facilement que la relation est décroissante par rapport à l'ensemble L, si on est d'accord sur un grand ensemble L', on est d'accord sur un sous-ensemble L. On peut montrer qu'une expression s'évalue à la même valeur dans deux états, pourvu que les deux états coïncident sur les variables qui sont libres dans l'expression. D'accord. On peut montrer que la relation est préservée par affectation parallèle à une variable. Donc si vous affectez v à x dans votre état S1 et dans votre état S2, la relation agree est préservée, et même un peu plus que ça en fait. Il n'était pas nécessaire que S1 et S2 soient d'accord sur x avant. Ils pouvaient différer sur x avant, si x était morte en particulier, puisque là, on rétablit, en affectant v dedans, on rétablit le fait que S1 et S2 de x vont avoir la même valeur. Et puis, l'autre cas, c'est que si vous faites une affectation unilatérale, d'un seul côté, dans S1 mais pas dans S2, ça préserve aussi la relation agree, pourvu que x soit morte, n'appartienne pas à l'ensemble grand L des variables que vous observez. Et donc avec ça, on peut montrer qu'une simulation, donc l'exécution de DCEC de L, le code optimisé dans lequel on a fait
l'élimination de code mort, va simuler l'exécution de C, la commande avant optimisation, en préservant cette relation E-gris entre les états mémoire. Donc si vous partez d'un état mémoire S et S1 qui coïncident sur les variables live de C et de L, les variables vivantes avant l'exécution de C, et que C s'exécute, par exemple dans la sémantique naturelle, et termine sur S', alors S1, le code optimisé DCEC de L va s'exécuter de S1 dans un certain S1' qui coïncide sur S' sur les variables grand L. Et donc ça se démontre sans grande difficulté. On a en fait tous les lemmes, tous les lemmes nécessaires à la démonstration. Donc il y a ici une récurrence sur la dérivation de l'exécution de C avec des cas, donc skip, assign, séquence, if then else, boucle qui termine, boucle qui fait un tour de plus, et une petite analyse de cas dans le assign, suivant que X est vivante après ou non. Voilà, donc je le cache ce script, après vous avoir montré son existence. Et alors si vous vous souvenez du cours précédent, on avait dit que démontrer des choses avec la sémantique naturelle, c'est un peu faible, parce qu'on montre que ça se passe bien pour les programmes qui terminent, mais on ne sait pas trop pour les programmes qui ne terminent pas. Et donc pour les programmes qui ne terminent pas, on peut aussi faire une démonstration à base de diagrammes de simulation à petits pas, en utilisant la sémantique à réduction de IMP. Alors je vous propose de le faire en exercice, si ça vous chante. Et je vous montre juste le diagramme ici, qui est un peu plus joli en dessin que dans le développement Coq. Donc si vous avez une commande C dans l'état S, qui fait une transition vers C' dans l'état S', et que S et S1 coïncident sur les variables vivantes avant C, alors le code optimisé DCE de C et de L dans S1 va faire une ou zéro transition vers DCE de C' de L dans S1' qui coïncide avec S' sur les variables vivantes avant C'. Alors en général, donc, les réductions sont préservées, mais il y a le cas d'une affectation à une variable morte qui est transformée en skip, qui vous donne un cas zéro transition ici, et donc on peut montrer qu'il faut montrer que quelque chose décroît strictement, et la taille de la commande fait l'affaire. Voilà, donc ça c'était l'élimination de code mort et l'analyse de durée de vie et comment on démontre la correction de l'analyse de cette optimisation. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je voudrais vous montrer comment ça s'étend assez facilement à une optimisation extrêmement importante dans les compilateurs qui s'appelle l'allocation de registres. De quoi s'agit-il ? Donc dans les processeurs, il y a des registres, donc des espèces de mémoire dans lesquelles on peut stocker quelques valeurs intermédiaires. Il y a peu de registres disponibles. Sur le processeur de cette machine, il doit y avoir une douzaine de registres entiers qui sont disponibles pour le compilateur et 16 registres en virgule flottante. Mais l'accès est extrêmement rapide. On peut calculer directement sur les valeurs qui sont dans ces registres. En revanche, mais en général, ça ne va pas suffire pour placer toutes les variables utilisées par le programme, parce qu'elles sont en quantité arbitraire, il peut y en avoir beaucoup plus que de registres du processeur. Et donc les autres variables, le compilateur va les placer dans des cases mémoire, généralement dans la pile d'exécution, et ça, il y en a beaucoup plus, ils sont disponibles en quantité arbitraire, mais l'accès est beaucoup plus lent. Il faut faire des chargements mémoire dans des registres temporaires. Et donc l'allocation de registres, elle place les variables utilisées par le programme en registre ou en case mémoire en essayant de maximiser l'utilisation des registres du processeur. Et c'est sans doute l'optimisation la plus importante d'un compilateur. C'est celle qui va vous donner les plus grands gains en efficacité. Alors, l'approche naïve, c'est de faire un placement injectif. Bon, on essaye de déterminer les n variables les plus utilisées du programme source, où n c'est le nombre de registres disponibles, et on les place dans les n registres, une variable par registre, et toutes les autres variables vont en mémoire. Et ça, ce n'est pas efficace du tout, parce qu'on peut placer plusieurs variables dans un même registre, pourvu que ces variables ne soient jamais vivantes en même temps. On peut le voir d'un exemple de partage de registre ici. Donc là, c'est encore du code qui s'exécute en séquence. Là, on définit X, on l'utilise un peu, et puis après, on définit Y et on l'utilise un peu.
Ça, c'est la durée de vie de x, la durée de vie de y. Et vous voyez qu'il n'y a aucun point où x et y sont vivants en même temps. Et donc, on peut très bien placer x et y dans un registre R. D'accord ? Ici, au début du programme, R contient la valeur de x. Plus tard, il va contenir la valeur de y. Et il n'y a pas de confusion possible. Et donc voilà, donc c'est ça l'idée de l'allocation de registre. Comment est-ce qu'on peut déterminer un tel placement des variables non injectifs en général, des variables dans les registres ou les emplacements mémoire? Alors nous, on va poser une question un tout petit peu plus simple pour que ça puisse être vu comme une transformation de programme, de imp vers imp. On va simplement voir ça comme une réécriture du programme qui essaye à minimiser le nombre de variables différentes utilisées par le programme. D'accord ? Avec un peu cette convention que plus tard, on pourra faire un placement naïf du coup, des variables en registre ou en emplacement de pile. Donc, la mission, si vous voulez bien, ça va être donc de trouver un bon placement des variables et ensuite de réécrire le code en conséquence. Commençons juste par la réécriture de code. Donc, supposons qu'on nous donne un placement des variables. Donc, c'est une fonction des identificateurs dans les identificateurs qui n'est pas forcément injective. Et la transformation de programme va consister à renommer les variables. Toute occurrence de x devient f de x. Pendant qu'on y est, on peut éliminer le code mort. C'est une généralisation en fait, de l'élimination de code mort. Donc, si x est morte après l'affectation x de point égal a, on peut mettre skip. Et puis, il y a un autre type d'affectation qui peut maintenant être remplacé par skip. Ce sont des affectations qui deviennent redondantes. X reçoit y, où y est une autre variable, ne sert plus à rien si x et y sont renommés en la même variable, donc si f de x égale f de y. Ça revient à faire f de x égale f de x, ce qui est une opération inutile qu'on peut remplacer par skip. Donc c'est ça la transformation de programme qu'on veut faire. Maintenant, bien sûr, tous les placements f ne préservent pas la sémantique. Par exemple, ici, on a placé trois variables x, y et z dans le même registre R. Donc f de x, f de y, f de z, c'est R. Et là, notre programme d'origine, x reçoit 1, y reçoit 2, z reçoit x plus y. Il devient R reçoit 1, R reçoit 2, R reçoit R plus R. Donc ici, on a calculé 4, et ici, on a calculé 3. D'accord ? Et c'est exactement un cas où on a deux variables vivantes en même temps, x et y. D'accord ? On a besoin de leurs deux valeurs ici, et pourtant on les a placées dans le même registre. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut des conditions supplémentaires sur f pour que la sémantique soit préservée. Et alors bien sûr, on peut ouvrir un livre de compilation, et puis elles vont être listées, mais on peut aussi essayer de les découvrir nous-mêmes en retravaillant la démonstration de l'élimination de code mort. Rappelez-vous, elle marchait parce qu'on avait cette relation E-gris et un certain nombre de propriétés vérifiées par cette relation. Eh bien, essayons d'ajuster la relation E-gris et puis de voir si les propriétés sont toujours vraies. Donc l'ajustement, ça consiste à dire que maintenant, S1 de x, la variable de x, la valeur de x dans S1 doit être égale à la valeur de f de x dans S2, l'état après renommage, pour toutes les variables x vivantes dans L, l'ensemble qui nous intéresse. Et donc, on peut démontrer qu'une expression A et son renommage, rename AX de A, s'évaluent en la même valeur, pourvu qu'on ait accord, coïncidence sur les variables libres de A. Tout va bien. La relation E'' est toujours préservée par affectation unilatérale à une variable morte. Donc si x n'est pas dans L et que vous l'affectez dans S1, mais pas dans S2, la relation est préservée. En revanche, pour l'affectation parallèle, donc dans le programme source, vous affectez la valeur v à x. Dans le programme transformé, vous affectez la valeur v à son renommage f de x. Est-ce que ça préserve la relation E'? Eh bien, il faut une condition de plus, qui est ce qu'on appelle une condition de non-interférence. Il faut qu'aucune autre variable vivante, donc toutes les variables z vivantes dans L et différentes de x, doivent être à un emplacement différent de f de x. Sinon, on a le type de collision qu'on a vu ici, typiquement.
Donc, cette condition supplémentaire doit être vérifiée par f à chaque fois qu'on va avoir besoin de ce lemme, c'est-à-dire à chaque fois en fait, qu'on va compiler une affectation qu'on n'a pas optimisée. Alors, il y a un cas particulier qui est si c'est une copie de variable, donc ce n'est pas x reçoit a, la valeur d'une expression arbitraire, c'est x reçoit y, la valeur d'une autre variable. Et à ce moment-là, on peut relaxer légèrement cette condition en disant que finalement x et y peuvent être nommés en la même chose, en la même variable. Ça restera sémantiquement correct. Et ça permet justement de placer x et y dans le même registre et peut-être même d'éliminer une affectation. Voilà. Et donc, on a ces contraintes d'interférence qu'il faut prendre en compte maintenant pour le calcul de f, du renommage. Et la manière classique de faire ça, c'est de les représenter, ces contraintes, par un graphe. C'est le graphe d'interférence. Les nœuds sont des variables du programme. Et on a un arc, c'est un graphe non orienté, donc on a un arc entre x et y si x et y ne peuvent pas être placés au même endroit. S'il faut que f de x soit différente de f de y pour notre allocation de registre f. Et donc il y a un algorithme très simple pour construire le graphe d'interférence qui est dû à Grégory Chaitin, qui consiste à regarder toutes les affectations du programme et à ajouter des arcs entre la variable x qui est affectée et les variables vivantes après. Et par exemple, si on prend notre division euclidienne, le programme IMP le plus utile de la création, on voit, en analysant ces différentes affectations, donc on a 3 affectations normales et une qui est une copie d'ailleurs, on voit apparaître ce graphe. Donc il y a des arcs entre B, Q et R, parce que par exemple, je ne sais pas moi, quand on affecte R ici, B va être utilisé plus tard. Donc B est vivante pendant qu'on affecte R, et donc forcément il y a un arc entre B et R, etc. Donc là, on a résumé nos contraintes. Et maintenant, comment les résoudre? Ça, c'est l'observation de Chaitin et ses co-auteurs au début des années 80. On peut les résoudre par coloriage de graphes. Donc un problème algorithmique bien connu. D'accord. Vous avez un graphe non orienté, vous voulez colorier chaque nœud de telle manière que 2 nœuds reliés par un arc aient des couleurs différentes. Application, coloriage de cartes de géographie, par exemple. 2 pays ayant une frontière commune ne doivent pas avoir la même couleur. Et donc là, on veut colorier le graphe d'interférence avec une couleur pour chaque nœud qui est soit un registre, soit une case mémoire, sous la contrainte que les 2 extrémités d'un arc d'interférence ont des couleurs différentes, et en minimisant le nombre des nœuds coloriés avec une case mémoire. C'est ça qui va maximiser l'utilisation des registres. Alors, bien sûr, vous savez tous, ou beaucoup d'entre vous savent que c'est un problème difficile, le coloriage de graphes, donc déterminer le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier un graphe, ou déterminer si un graphe est coloriable avec un nombre donné de couleurs. Enfin bref, à peu près tous les problèmes liés au coloriage sont NP complets. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui a permis à Grégory Chaitin de faire une réduction dans l'autre sens et montrer que sous certaines conditions, le problème de l'allocation de registre optimale est NP complet lui aussi. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a de très bonnes heuristiques qui s'exécutent en temps linéaire et qui fonctionnent très très bien sur les graphes d'interférence qu'on obtient dans les compilateurs. Donc, on ne va pas encore une fois prétendre avoir un résultat optimal, mais on va avoir de bonnes heuristiques raisonnablement efficaces. Et si on revient à notre exemple de programme IMP, là, de division euclidienne, rappelez-vous, c'était ça son graphe d'interférence. Et voici un coloriage. Donc, 3 couleurs sont suffisantes. 3 couleurs sont nécessaires, puisqu'on a cette clique avec 3 nœuds ici. Et si maintenant on réécrit le programme avec les couleurs, on voit que donc, A et R sont toutes les deux placées dans la variable jaune. Et donc on a un programme qu'on espère équivalent, qui n'utilise plus que 3 variables. Alors, maintenant on voudrait vérifier des choses, vérifier de la correction sémantique sur tout ça. Et si on veut tout vérifier, faire une vérification complète et directe de notre compilateur, mais il va aussi falloir formaliser et vérifier une bonne heuristique de coloriage de graphes. Et ça peut être un petit peu compliqué. Donc l'algorithme dit IRC, Iterated Register Coalescing, de George et Apple, qui est sans doute le meilleur algorithme connu aujourd'hui,
a été vérifié en coq par Andrew Apple, Sandrine Blasi et Benoît Robillard, mais il aura fallu 6000 lignes de coq pour le démontrer, donc c'est un peu beaucoup. Mais on a une autre possibilité qui est la validation a posteriori. L'idée, c'est qu'on va faire calculer le placement, on va faire colorier le graphe par un code, par une extérieure, une heuristique, un solver non vérifié. Mais on va ensuite faire valider que le placement est correct, qu'il satisfait les contraintes de non-interférence, que c'est bien un coloriage du graphe, si vous voulez bien, en utilisant un validateur qui, lui, est formellement vérifié. Donc un validateur, c'est juste une fonction à valeur booléenne qui dit oui, c'est bon ou non, ça ne va pas. Et l'idée, c'est que si la fonction dit ça ne va pas, il y a un bug dans votre heuristique extérieure, mais on peut arrêter la compilation. On peut dire il y a une erreur à la compilation. Et donc éviter de produire du code faux, qui est vraiment ça l'essence de la vérification de compilateur. Et sur des problèmes comme le coloriage de graphe, c'est infiniment plus facile de vérifier qu'un coloriage qu'on vous donne est un bon coloriage que de le trouver. C'est même un peu l'essence de la NP-complétude, enfin de la classe NP. La classe NP, c'est les problèmes où c'est facile de vérifier qu'on a une solution, et a priori difficile de la trouver. Et ça vaut aussi en termes de complexité de preuve, disons. Voilà. Et dans le cas qui nous intéresse, donc on écrit assez facilement une fonction coq à valeur booléenne qui prend donc un coloriage, un placement, un renommage de l'identificateur, une commande, un ensemble de variables vivantes après, et qui vous dit si oui ou non toutes les propriétés de non-interférence attendues sont satisfaites. Et avec ça, on peut ensuite démontrer un diagramme de simulation entre la commande C initiale qui s'exécute ici et la commande C après allocation de registre, pourvu que cette condition d'allocation correcte reste vraie. Enfin, soit vraie au début, soit vraie du programme C tout entier, ce qui implique qu'elle est vraie de toutes les sous-commandes. Voyons voir à quoi ça ressemble en coq. Voilà, donc ici on commence par une section où on se donne comme paramètre un renommage, f de ident dans ident. On étend les renommages aux expressions arithmétiques, booléennes. Ça c'est une petite fonction auxiliaire qui nous aide à reconnaître les expressions qui sont des variables. Donc ça c'est la transformation de code, l'allocation de registre proprement dite. Donc ça ressemble beaucoup à l'élimination de code mort, sauf que maintenant il y a 3 cas pour une affectation x reçoit a. Le premier cas, c'est si x est mort, et ça devient skip, même 4 cas. Le deuxième cas, donc x est vivante, est-ce que c'est une copie de variable à variable? Donc sinon, on affecte à f de x le renommage de a. Si c'est une copie de y à x et que f de x est égal à f de y, on supprime, et sinon on affecte f de x à f de y. Ensuite, on a donc cette relation E' prime de lien entre les états mémoire, avant et après transformation, et avec les propriétés de préservation qu'on a esquissées. Donc ça, c'est notre fameux validateur. Et essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt la commande C en tenant à jour l'ensemble grand L des variables vivantes après. Et pour les cas, une séquence par exemple, c'est juste une conjonction, il faut que ce soit correct pour C1 et pour C2, et le cas de base c'est l'affectation. Et donc là aussi il y a plusieurs cas, mais par exemple dans le cas où x reçoit une expression A générale, eh bien, il faut vérifier pour tout z vivant après, soit z est égal à x, soit f de z n'est pas égal à f de y. Et ça, c'est une condition booléenne qui se calcule très bien par énumération des éléments de grand L, puisque grand L, c'est un ensemble fini. Et c'est là qu'on est heureux que Coq nous donne cette bibliothèque d'ensemble fini avec tous les itérateurs qui vont bien dessus. Et donc, on démontre cette préservation sémantique de l'allocation de registre sous cette hypothèse supplémentaire que cette fonction correct allocation renvoie vrai. Et là, c'est un peu toujours la même démonstration, mais il y a de plus en plus de cas pour l'affectation. Donc ça devient un petit peu pénible, mais on y arrive tout à fait bien. Voilà, donc très rapidement quelques exemples. Alors bien sûr, si votre renommage c'est la fonction identité, la plus mauvaise allocation de registre du monde, l'allocation de registre se comporte exactement comme l'élimination de code mort. Donc bien sûr, la fonction correct allocation renvoie vrai,
Et si on fait l'allocation de registre pour les divisions euclidiennes, ben, il élimine le code mort pour Q, et puis il préserve la structure du programme. En revanche, si on fait un renommage plus intelligent qui place les variables R et A dans le même registre, qu'on va appeler A, c'est un peu comme la couleur jaune qu'on lui avait attribuée dans le coloriage tout à l'heure, c'est un coloriage correct, la fonction correct allocation renvoie toujours vrai, et on a éliminé une affectation supplémentaire, celle l'initialisation de R à A. D'accord ? En revanche, si notre heuristique externe nous dit on peut mettre R et B au même endroit, là, le validateur, correct allocation, dit non. Le résultat va être false. Voilà. Très bien. Voyons s'il reste un peu de temps. Oui. Donc, dans le quart d'heure qui nous reste, je voudrais revenir sur ce calcul de point fixe, parce que c'est un problème essentiel pour toutes les analyses statiques. On en reparlera quand on parlera de l'approche par interprétation abstraite le 16 janvier. Et puis c'est un problème mathématiquement intéressant aussi, d'accord ? Donc, et algorithmiquement intéressant. Un certain nombre d'algorithmes sont essentiellement des calculs de points fixes. Donc, revenons sur l'approche du mathématicien. Essayons d'être un peu plus matheux maintenant. Donc, il y a ce théorème de Knaster-Tarski, que je vous rappelle encore une fois, qui dit on peut itérer à partir de bottom et ça va converger si la fonction f est croissante, bottom est un plus petit élément, et il n'existe pas de suite infinie strictement croissante. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que ce théorème en fait, fournit un algorithme de calcul de point fixe tout à fait raisonnable. Il est même développé dans un fichier Coq, FixPoints, qu'on va regarder dans 2 minutes, qui lui aussi est sur le dépôt guide. Avant, il faut juste se mettre d'accord sur comment on formule cette condition. Il n'existe pas de suite infinie strictement croissante. C'est une formulation où il y a un peu beaucoup de négations, donc, ce qui n'est pas très constructive dans l'esprit. Rappelez-vous, le Coq, c'est la théorie des types, c'est une logique constructive à la base. Mais on peut reformuler ça de manière plus positive en disant toutes les suites strictement croissantes sont finies. Donc vous commencez à construire une suite strictement croissante, x0, x1, x2, xn, et vous atteignez forcément un xn qui est un élément maximal. Il n'y a pas d'élément strictement plus grand, donc vous ne pouvez pas étendre la suite. Et ça, c'est une autre manière de dire que l'ordre strictement plus grand que est bien fondé. Et c'est aussi équivalent à dire que pour tout x de type A, le prédicat ACK, le prédicat d'accessibilité, est vrai de x. Alors c'est quoi ce prédicat d'accessibilité ? Il est défini dans la bibliothèque standard de Coq. C'est un prédicat inductif qui dit x est accessible à condition que tout y strictement plus grand que x soit accessible aussi. Et parce que c'est un prédicat inductif, il est vrai que si vous appliquez un nombre fini de fois ce constructeur ACK-intro, autrement dit, si votre dérivation n'a pas de branche, ne peut pas avoir de branche infinie, et une branche dans cette dérivation, c'est exactement une suite infinie croissante. Enfin, ce que dit ACK de x, c'est que toute suite croissante issue de x est finie. Car toute suite croissante issue de x est une branche de cette dérivation de ACK de x. Et parce que le prédicat est inductif, toutes les branches sont finies. Alors, en revanche, c'est là le point un peu subtil, l'arbre de dérivation il peut être infiniment branchant. Il peut être infini en largeur. Vous pouvez avoir une infinité de y strictement plus grand que x, dans certains cas, pour certains ordres et certains types. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y a aucune branche infinie. Et donc, c'est une jolie caractérisation, je trouve, de cette condition. Il n'y a pas de suite infinie strictement croissante. Et puis, c'est une condition effective, au sens où elle nous donne immédiatement un principe de démonstration par récurrence. Si vous faites une récurrence structurelle sur cette dérivation de ACK de x, vous obtenez ce qui s'appelle la récurrence noethérienne en mathématiques. C'est-à-dire que pour montrer P de x, vous pouvez supposer que P de y est vrai pour tout y strictement plus grand que x. Et ça, c'est exactement la récurrence structurelle sur cette dérivation.
Et puis, puisque en théorie des types, démontrer, c'est programmer, le principe de démonstration par récurrence, ça vous donne un principe de programmation par récursion. Où vous pouvez définir une fonction f, l'argument x dans A, et dans le cas récursif, vous pouvez vous rappeler f de y pour un ou plusieurs y, à condition qu'il soit strictement plus grand que x, et ça garantit la terminaison de votre fonction f. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer ça pour calculer des plus petits points fixes. Et donc, allons voir cette bibliothèque FixPoints, qui est ici. Ouh, c'est petit. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu réutilisable. Donc il y a pas mal de paramètres qu'on déclare ici comme des variables. Un type A, muni d'une notion d'égalité, qui est décidable, d'une notion de inférieur ou égal, qui est transitif, qui est compatible avec l'égalité. Là, on a l'ordre strict induit par ce inférieur ou égal. Donc x est strictement plus grand que y si y est inférieur ou égal à x et y n'est pas égal à x. Et donc on prend comme hypothèse que cet ordre, gt, est bien fondé. Donc ça, c'est une définition qui provient de la bibliothèque standard de Coq, mais qui est exactement celle que je vous ai donnée, à savoir, donc pour tout élément du type est accessible, et l'accessibilité, c'est exactement ce que je vous ai mis sur le transparent. Comment je reviens maintenant? Comme ça. On se donne un élément minimal de A, qu'on appelle bot, comme bottom. On se donne une fonction f croissante de A dans A. Donc là, on a deux petits lemmes techniques sur lesquels je vais revenir. Et donc, on fait l'itération sous-jacente au théorème de Knaster-Tarski, c'est-à-dire on part d'un pré-point fixe x, d'un x qui est tel que x est inférieur ou égal à f de x, et on suppose qu'il est accessible dans l'ordre gt, d'accord ? Donc c'est ça qui nous démontre que toutes les suites croissantes sont finies. Et on calcule f de x, x' égale f de x. Si c'est la même chose que x, alors on s'arrête. Sinon, donc on a un x' qui n'est pas égal à un f de x qui est différent de x. Eh bien, sinon, on va itérer en partant de ce f de x et en montrant, alors là, il faut montrer patte blanche, il faut montrer que le f de x est toujours accessible et que le f de x est inférieur au f de x. D'où le rôle des deux petits lemmes supplémentaires qu'on a ici. Et qui sont très faciles à démontrer. Et là, Coq se rend compte que cette fonction est bien structurelle sur le paramètre hack, qui est la preuve que le x est accessible et que toutes ces suites strictement croissantes issues de x sont finies. Et le point fixe, il s'obtient en itérant à partir de bot, le plus petit point fixe. On peut démontrer facilement qu'il satisfait l'équation de point fixe. Et ça se fait par une récurrence noethérienne, cette fois-ci. Et on peut aussi montrer que c'est le plus petit point fixe et même le plus petit post-point fixe. Donc si vous avez un z tel que f de z est inférieur ou égal à z, alors forcément le point fixe que vous avez calculé est inférieur ou égal à z. Et en conséquence de ça, on a que si vous avez une fonction f qui est point à point plus petite qu'une fonction g, le point fixe de f est plus petit que le point fixe de g. Donc voilà de bien jolies démonstrations mathématiques, n'est-ce pas? Mais encore une fois, c'est aussi parfaitement exécutable, et même exécutable efficacement. Donc dans Coq, il y a ce mécanisme d'extraction qui lui permet de produire du code camel exécutable. C'est comme ça, par exemple, que le compilateur compcert est obtenu, en extrayant à partir de définitions Coq du code camel exécutable. Et si on demande à Coq de produire le code correspondant à la définition de FixPoint, eh bien, on obtient, et de l'itération, on obtient un code extrêmement compact. Les arguments supplémentaires de iterate, qui étaient là pour démontrer que l'itération termine, ont disparu pendant l'extraction, puisqu'en camel, il n'y a pas besoin de montrer qu'une récursion termine. Camel a de la récursion générale. Et donc l'itération qu'on obtient, c'est exactement la fonction récursive que vous auriez écrite à la main. On calcule x' égale f de x. Si c'est égal à x, alors on s'arrête, sinon on récurse. On ne peut pas faire plus efficace. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'on a gagné? Est-ce que maintenant on peut utiliser ce vrai point fixe de mathématicien, là, qui a toutes les bonnes propriétés, pour calculer notre analyse de Liveness et peut-être obtenir des résultats plus précis que celles qui utilisent l'approche de l'ingénieur avec du fuel?
Oui, mais ce n'est pas facile. Déjà, rappelez-vous, il y a ce problème des suites infinies croissantes. Si vous avez juste des ensembles finis de variables, de chaînes de caractères, eh bien, il existe des suites infinies strictement croissantes. Et donc, il faut se restreindre à au sous-ensemble d'un univers fini U de variables. Donc, typiquement, toutes les variables qui sont mentionnées dans le programme, ce sont les seules qui peuvent être vivantes. Les variables non mentionnées, elles ne nous intéressent pas. Et donc ça, elles sont en nombre fini, donc appelons ça grand U. On peut donc définir le type des sous-ensembles de grand U à l'aide d'un type sous-ensemble de Coq. Le munir des opérations et des propriétés attendues par la bibliothèque FixPoint, donc une égalité décidable, une inclusion qui est transitive, un plus petit élément qui est l'ensemble vide. Et là où on souffre, c'est pour montrer maintenant que l'inclusion stricte est un ordre bien fondé. Et en fait, il faut raisonner sur les cardinaux des ensembles. Si vous avez une suite croissante, strictement croissante, ça veut dire que les cardinaux des ensembles sont strictement croissantes. Or, ils ne peuvent pas dépasser le cardinal de l'univers, U. On peut alors instancier notre calcul de point fixe, fourni par la bibliothèque FixPoint, pour obtenir un opérateur qui, étant donné une fonction des ensembles finis dans les ensembles finis qui est monotone, qui est croissante, vous renvoie un ensemble fini qui est le plus petit point fixe. Super. Bon, il y a déjà eu pas mal de démonstrations à faire, mais on n'est pas tout à fait au bout de nos peines, parce que maintenant, si on essaye de brancher ça dans la définition de la fonction live, on va appeler live prime maintenant, alors les cas skip, assign, sec et if and else sont essentiellement les mêmes qu'avant, mais on a deux surprises. Oui, premièrement, il faut montrer que ce qu'on calcule, c'est bien un ensemble fini, donc c'est bien un sous-ensemble de notre univers grand U, et donc il va falloir des contraintes supplémentaires. Quand on rajoute des variables vivantes, des variables libres dans A par exemple, il faut être sûr qu'elles sont dans grand U. Et l'autre surprise, c'est ici, pour pouvoir appeler notre point fixe, il faut non seulement lui passer une fonction, mais aussi une preuve qu'elle est croissante. Or, la fonction qu'on lui passe, c'est une fonction qui utilise live'. Donc, on est en train de définir la fonction live'. Pour la définir dans le cas while, il faut déjà avoir démontré que la fonction live' est croissante. C'est ça la beauté de la théorie des types. On est obligé de démontrer suffisamment de choses sur une fonction pour que, en même temps qu'on la définit, pour être sûr qu'elle termine. Et eh bien, on va y arriver, mais il va falloir encore plus de types dépendants. Donc pour la première contrainte, le fait de montrer qu'on reste toujours dans les sous-ensembles de U, il suffit d'avoir une hypothèse supplémentaire que la commande C qu'on analyse a toutes ces variables contenues dans l'univers U. Et puis, pour l'autre contrainte, on va écrire notre fonction un peu différemment. Étant donné une commande C, elle va nous renvoyer une fonction f des ensembles finis dans les ensembles finis, des variables vivantes après C aux variables vivantes avant C, et une démonstration que cette fonction est monotone. D'accord. Eh bien, avec tout ça, on y arrive. Donc, on utilise programme FixPoint, qui est une facilité offerte par Coq pour justement aider à définir des fonctions avec des types très dépendants comme celle-là. Donc, ce qu'on écrit a l'air à peu près raisonnable. En revanche, après, il nous engendre ce qu'il appelle des obligations de preuve, donc un certain nombre de propriétés qui restent à démontrer avant que la définition soit acceptée. Et c'est toutes les propriétés qui montrent que, 1, on reste toujours dans grand U, et 2, la fonction qu'on définit est bien monotone, et 3, que donc les hypothèses pour l'appel de FinSet FixPoint sont satisfaites. Bon, donc c'est un petit peu pénible, mais on y arrive. C'est ça la bonne nouvelle. Et du coup, on peut obtenir la fonction d'analyse qu'on voulait simplement en oubliant la partie preuve de monotonie du résultat et en appliquant simplement la fonction qu'on a obtenue. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc on va conclure et puis prendre des questions. Oui, donc ça c'est un récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Donc un petit point d'étape. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelques optimisations, élimination de code mort et allocation de registres, qui s'appuient toutes les deux sur la notion de vivacité, analyse de vivacité. Donc sur les analyses statiques en général, on a vu aujourd'hui une approche qui est l'approche la plus classique, l'approche flux de données et équation de flux de données, sauf qu'on l'a exprimé sur des termes structurés IMP et non pas sur des graphes de flow de contrôle.
Alors, il y a une variante qui utilise des graphes de flow de contrôle, mais ayant une forme particulière qui s'appelle la forme SSA, Single Static Assignment, et qui là permet de faire des analyses plus efficaces car plus parcimonieuses. On a des propriétés de variables. On n'est pas obligé d'avoir des propriétés de variables en chaque point de programme. On peut avoir des propriétés globales sur tout le graphe. Et ça, c'est très utilisé dans des compilateurs modernes comme LLVM et CLang. Et le 16 janvier, donc on fera un cours entier sur l'approche par interprétation abstraite, qui est une autre manière de voir les analyses statiques et qui permet d'aller plus loin que les approches fluides de données en un certain nombre, sur un certain nombre d'aspects. Et comme on l'a vu, il y a ce besoin essentiel en analyse statique de calculer efficacement des post-points fixes précis. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des itérations bornées locales, c'est-à-dire qu'on fait une itération pour chaque boucle, while, et si vous avez une boucle while avec une boucle while à l'intérieur, vous allez faire des itérations imbriquées. Et ça, ce n'est pas forcément toujours très efficace. Vous pouvez être assez facilement exponentiel en imbrication des boucles. Si vous avez n boucles while imbriquées l'une dans l'autre, votre analyse peut être en 2 puissance n. Donc classiquement, dans les compilateurs, on évite ça en faisant une itération globale sur le graphe de flow de contrôle de la fonction. Donc ça, c'est un peu moins précis, mais on est sûr d'avoir le résultat en temps polynomial. Alors, suivant les analyses et la forme du graphe, ça peut être n cube, ça peut être n carré, ça peut même être n, le nombre de nœuds. Et le 16 janvier, dans le cours d'interprétation abstraite, on verra aussi une troisième approche qui est à base d'itération locale, mais accélérée par la technique dite de widening, d'élargissement. Voilà. Et pour finir, une petite bibliographie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les optimisations et les analyses classiques, analyses statiques classiques de type flux de données, le livre de Andrew Apple est très bien. Le livre de Mushnick est un catalogue de 800 pages d'optimisation, si vous voulez voir des optimisations vraiment bizarres. Donc, sur comment formaliser tout ça en Coq, et en particulier la manière dont je l'ai fait dans CompCert, c'est décrit de manière assez détaillée dans cet article de revue. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur la forme SSA, voilà aussi quelques pointeurs.